Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Cet épisode du Craft Project a été réalisé en partenariat avec l'Institut national des métiers d'art. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui, j'interroge Pascal Remy. Pascal Remy est serrurier métallier et dirige les ateliers Saint-Jacques, une référence dans le domaine, que ce soit pour la restauration ou pour la création, en ébénisterie, en métallerie et en taille de pierre. Sa fascination pour le travail du feu l'a guidé très jeune sur la voie de la matière et sur la route des compagnons du devoir, où il est devenu guide à son tour pour des générations d'aspirants. Bonjour Pascal Remy. Bonjour Raphaël. Comment elle a commencé votre vie d'artisan ? Je dirais que ça a commencé en fait très tôt. J'ai eu la chance de naître en milieu rural et tout petit déjà je fréquentais beaucoup d'ateliers d'artisans. Dans les années 70, on avait encore dans les campagnes des artisans, charrons même, je me souviens d'un très, très vieux charron. Ateliers de mécanique rurale aussi, que je fréquentais beaucoup. Et je pense que c'est ce qui m'a donné le goût du travail des métaux. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents ? Ils étaient dans ces métiers-là déjà ? Non, mes parents étaient agriculteurs. D'accord. Et de ce fait, on fréquentait beaucoup les ateliers de... Oui, qui réparaient les machines, voilà. D'accord, je comprends. Tout à fait. Et c'est vrai que ça fait partie de mes plus vieux souvenirs, les odeurs du travail du métal, de la forge, mais aussi des ateliers de mécanique. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Le feu aussi, j'ai toujours eu beaucoup d'attirance pour le feu, une espèce de fascination comme ça par le travail du feu. Et je crois que c'est ce qui a guidé ma voie vers mon métier de serrurier métallier. D'accord, donc serrurier métallier. Et tout de suite, vous avez su que vous seriez un artisan, que vous alliez avoir un travail manuel et ce coup de foudre avec le métal très jeune. Alors le coup de foudre avec le métal, oui. Que j'allais devenir artisan, a priori non, pas immédiatement. Je dirais que je suis venu à la mécanique, on va dire que je ne rentrais pas dans les cases, je pense, dans les formats de l'éducation nationale. Et je suis venu très tôt vers les métiers de la mécanique. Ma première formation, c'est mécanicien, outilleur, ajusteur. Et j'ai refait un apprentissage de serrurier métallier. Alors pourquoi serrurier métallier ? Comment ça s'est fait ? Vous avez rencontré quelqu'un qui faisait ce métier-là ? Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer un compagnon serrurier. De là m'est venue cette idée de redémarrer un nouvel apprentissage. Et c'est lui qui vous a initié, guidé dans le compagnonnage ? Disons que le fait de l'avoir rencontré m'a guidé vers le compagnonnage. Après, on s'est éloigné, on n'a jamais travaillé ensemble. Voilà, c'était seulement ce premier contact. Et puis ensuite, je suis rentré en apprentissage chez les compagnons dans la région de Reims. Alors comment ça marche ? C'est la première fois qu'on podcast un compagnon du devoir, à ma connaissance. Comment on rentre en compagnonnage ? Est-ce qu'il faut être adoubé ? Est-ce qu'il faut être reçu ? Comment ça fonctionne, le tout début en fait ? Le tout début... De nos jours, je dirais qu'il y a un éclairage plus important sur le compagnonnage, mais là je vous parle des années 80, finalement c'était un milieu très peu connu. Et c'est un peu la chance qui a fait que j'ai rencontré ce compagnon. J'ai entrepris la démarche d'aller voir ce qu'était le compagnonnage, en l'occurrence à Reims. Je suis allé visiter la maison des compagnons de Reims. À l'époque, on procédait comme ça, on passait une première semaine de découverte dans une maison de compagnons, et puis en entreprise. Ça nous permettait de nous rassurer, de nous jauger aussi sur notre capacité à accéder au Tour de France. Et là, je suis rentré donc comme apprenti, avec un contrat d'apprentissage classique. Et apprenti sur un métier en particulier, apprenti serrurier ferronnier, c'est ça ? Tout à fait, d'accord. Oui.
Et puis donc 2 ans d'apprentissage à Reims et puis à Nancy aussi. J'ai eu la chance de travailler pendant 1 année sur la restauration des grilles de la place Stanislas à Nancy. Et pendant votre apprentissage? Pendant mon apprentissage, oui. C'était une expérience fabuleuse je pense, qui a nourri toute ma vie d'artisan. Celle-là et d'autres après, mais celle-ci, oui, a compté énormément, oui, bien sûr. Alors 2 ans d'apprentissage et ensuite c'est le fameux Tour de France? Oui. Au cours de la 2e année d'apprentissage, les compagnons m'ont demandé si je voulais partir sur le Tour de France. Et à ce moment-là, on devient aspirant, on aspire à devenir compagnon. Et pour devenir aspirant, il faut d'abord réaliser une pièce qu'on appelle un travail d'adoption, qui est un travail d'une 50aine d'heures qui permet de vérifier notre volonté, la volonté du récipiendaire à vouloir adhérer au compagnonnage par le travail qu'il produit. Ça nécessite un réel effort, ça se fait en dehors des heures de travail. Et puis de vérifier que les bases du métier sont acquises. Et donc, à partir de ce moment-là, on est invité à participer à une cérémonie d'adoption et on devient aspirant. Comment elle se passe, cette cérémonie? Il y a des rituels, il y a des gestes? Oui, c'est une cérémonie d'initiation à la vie communautaire. Le compagnonnage, ça évoluera peut-être, certainement, je pense, mais jusqu'à maintenant, ça reste basé sur une vie communautaire de partage entre différents corps de métier, différents aspirants et compagnons qui voyagent pour certains métiers avec un rythme de 6 mois ou d'1 an selon. Pour les serruriers, c'est un rythme d'1 an, donc un changement de ville tous les ans. Pendant combien de temps cette histoire de Tour de France? Alors c'est variable, ça n'est pas quelque chose de formaté. Ça peut aller, je dirais, de 4 ans, c'est vraiment le minimum, à 5, 6, 7 ans. Ah oui, quand même. Et là, vous êtes entre 25 et 30 ans, c'est ça à peu près, ou encore plus jeune que ça? Entre 20 et 25 ans. D'accord. Je suis rentré en apprentissage de serrurier à 18 ans. Donc 20 ans, je suis parti sur le Tour de France à 20 ans, jusqu'à 25-26 ans. Et alors, dans ce Tour de France, et peut-être même après, est-ce qu'il y a des maîtres qui vous ont marqué, qui sont devenus des anges gardiens pour vous après? Oui, plusieurs, assurément, oui. Mes maîtres d'apprentissage, j'en garde un excellent souvenir, c'est des gens avec qui que je côtoie toujours. C'est un des gros avantages, je dirais, des gros atouts du compagnonnage et du déroulement de la formation chez les compagnons, c'est qu'on change de ville tous les ans ou tous les 6 mois et on fait énormément de rencontres. C'est autant de rencontres, autant d'opportunités. Alors quelquefois ça se passe moins bien, d'autres fois très bien. On retient surtout les fois où ça s'est très bien passé. Et on a des apports différents, ce sont des cultures différentes. Qui plus est, on a la particularité dans notre métier de serrurier, ferronnier, métallier, d'avoir de nombreux volets allant, je dirais, de la ferronnerie pour la partie la plus classique, à la construction métallique, en passant par l'agencement. Alors justement, il faut qu'on soit très précis sur la description de votre métier, parce que si je dis que vous êtes serrurier, on croit que vous venez réparer les portes des gens, mais c'est pas du tout ce que vous faites, en réalité. Non, effectivement, le métier de serrurier est souvent méconnu. On considère comme ça dans un large public, a priori, que oui, ce sont les gens qui interviennent sur les serrures, voire qui les fabriquent. Non, en fait, notre nom de serrurier remonte à l'Antiquité. Serrer, en vieux latin, serra, c'était clore, fermer des édifices. D'ailleurs, ça s'utilise quelquefois encore dans le sud-ouest, notamment de la France. On dit serrer. Moi, je me souviens, dans mon Tour de France, un vieux compagnon qui me disait « mais serre tes outils ». Et ça voulait dire rassemble, ramasse, range tes outils. Et donc, ce terme de serrurier vient de là. Et puis, la serrure est devenue un peu l'objet emblématique de l'activité de la serrurerie. Parce que jusque la fin de l'Ancien Régime, on demandait comme pièce de maîtrise au serrurier une serrure. Quelqu'un qui réalisait une serrure était a priori capable de réaliser toutes les grandes difficultés du métier de serrurier. Donc tous les éléments qui ferment, ça veut dire les grilles, les portails, les portiques, les rambardes, c'est ça? Tout à fait. Finalement, par extension des savoir-faire, tout ce qui est en métal dans le bâtiment à vocation sécuritaire, mais aussi décorative. Par la maîtrise des techniques, on est amené aussi à faire du mobilier, de l'agencement, donc aussi bien de magasins, tout ce qu'on peut imaginer en métal dans le bâtiment.
Alors justement, après votre tour de France, c'est à ce moment-là que vous êtes entré aux ateliers Saint-Jacques ? Non, où vous êtes aujourd'hui ? Pas immédiatement. J'ai refait une formation en bureau d'études, un BTS de dessinateur-projeteur en construction métallique, parce que je voulais acquérir une certaine maîtrise de la partie du calcul des structures. Pour bien construire, il faut bien comprendre la résistance des matériaux. Et donc j'avais cette volonté de découvrir cette partie-là de notre métier, du bureau d'études. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que nos métiers sont quelquefois physiques et il est important de se former le plus possible pour évoluer éventuellement vers des bureaux d'études quand on a des fois un peu plus de mal physiquement. Vous aviez mal où, vous ? Mal au dos, terriblement, mais ça, c'est des chantiers. Mais bon, ça peut surprendre quelquefois de nos jours, mais il faut avoir conscience que nos métiers, on se forme à nos métiers, mais les métiers nous forment aussi, nous forment les caractères, les tempéraments, mais forment les corps aussi. Et déforment peut-être. Et les déforment aussi, mais c'est pour ça qu'il faut rester mesuré dans la façon dont on travailler intelligemment autant que possible pour ne pas se faire mal et pouvoir évoluer tout au long de sa vie dans un métier manuel, oui. Alors parlez-nous des ateliers Saint-Jacques. C'est quoi cet atelier Les ateliers Saint-Jacques, en fait, sont les ateliers dits de maîtrise de la fondation de Coubertin. La fondation de Coubertin, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, dont les fondateurs sont Yvonne de Coubertin, qui était la dernière descendante des Coubertin, qui n'avait pas d'héritier, et de Jean Bernard, qui est un des principaux rénovateurs du compagnonnage à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et de leur rencontre est née cette idée de fondation. C'était un couple ? Non, du tout. C'est une complicité intellectuelle, oui. Mais non, aucunement un couple. Je pose des questions indiscrètes. Pas du tout. Et donc ils se réunissent et ils se disent il faut créer quelque chose pour la survie et l'organisation du compagnonnage, c'est ça ? Du compagnonnage et des métiers. Il y a plusieurs objectifs. Yvonne de Coubertin souhaitait trouver une vocation à ce domaine de Coubertin, ici à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Elle avait déjà, et depuis fort longtemps, une fibre, je dirais, sociale et le souci du bien social. Elle avait créé la Fondation Fénelon à Paris, qui avait pour vocation d'accueillir des jeunes filles venues de province, souvent sans possibilité de formation. Et donc elle avait créé des centres d'accueil pour ces jeunes filles. Et elle les formait également. Et donc, le souhait de Jean Bernard et d'Yvonne de Coubertin était de créer une sorte d'université ouvrière qui donne la possibilité à de jeunes ouvriers, à des jeunes gens issus des métiers, d'évoluer par et à travers leur métier, je dirais sous un angle plus culturel et intellectuel. Ce qui n'existe nulle part ailleurs. A priori, quand on entre malheureusement dans le monde du travail manuel, il est rare qu'on ait la possibilité d'évoluer, et ça c'est quand même très dommage. Peut-être un peu particulier d'ailleurs à la France, et c'est très dommage. Je pense que pour être bien équilibré dans un métier manuel, il est important d'avoir également le pendant culturel, historique, intellectuel. Et justement, la formation, il y a évidemment une formation technique exceptionnelle, on va en parler à travers les ateliers qui sont ici, mais il y a aussi des cours d'histoire de l'art, des cours de gestion, c'est ça ? Oui, tout à fait. Les boursiers qui viennent chez nous, c'est ainsi qu'on les appelle, sont ici pour une durée d'1 an. Ils sont à mi-temps en production, en atelier, et à mi-temps en formation théorique, en salle de cours, et donc suivent des cours d'enseignement généraux, y compris anglais, histoire de l'art, connaissance des arts d'une manière assez élargie. Ils ont également des cours de dessin à main levée, des cours de modelage, cours de perspective, etc. Donc tout un apport culturel et intellectuel qu'on ne trouve que très rarement par ailleurs. On dit boursier parce que c'est une formation gratuite ? La formation, effectivement, est gratuite. Non seulement la formation est gratuite, mais les boursiers sont rémunérés au SMIC tout au long de l'année, qu'ils soient en cours ou en production. Mais 1 an, c'est pas beaucoup, donc ils arrivent déjà avec un bagage technique ?
Oui, ce sont des jeunes gens, garçons ou filles, majoritairement issus du compagnonnage, Oui. mais pas que. On reçoit aussi toujours quelques étrangers. On a cette année 2 Américains, par exemple, en ferronnerie et en menuiserie. Mais on reçoit des étrangers un peu de tout horizon. Donc ils ont déjà fait leur apprentissage, mais pas encore leur tour de France, c'est ça ? Si, la plupart des jeunes qui viennent chez nous ont déjà un bon bagage professionnel, 3 à 4 années de pratique après l'apprentissage. D'accord. On leur demande d'avoir le brevet professionnel. Donc déjà une très bonne maîtrise, donc c'est du perfectionnement plus que de l'apprentissage. Ouais, je comprends. Et donc les ateliers de production, vous avez parlé de la menuiserie, de la ferronnerie, il y a aussi une marbrerie, c'est ça ? Alors taille de pierre et marbrerie. Et fonderie d'art, D'accord. connue sous le nom de fonderie de Coubertin. Les autres ateliers s'appellent Atelier Saint-Jacques et la fonderie de Coubertin s'appelle Fonderie de Coubertin. Mais finalement, le point de départ de ce lieu assez extraordinaire ici dans la vallée de Chevreuse, c'est cette école, c'est cette formation Fondation Coubertin. Et les ateliers permettent de recevoir les étudiants. Mais le point de départ, c'est une utopie de formation d'université ouvrière, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est la volonté des fondateurs, c'est de créer cette université ouvrière et de donner les moyens d'avoir l'indépendance financière de mener nos formations. Et c'est le cas ? Vous êtes autonome et financièrement ? Complètement. Tout à fait. Le fruit du travail des ateliers finance les actions de la formation. La plupart des boursiers sont sous contrat emploi-formation, tout à fait classique que n'importe quelle entreprise peut mettre en place. Et après, je dirais que la différence essentielle, les ateliers paient les salaires et les charges comme n'importe quelle entreprise. La différence essentielle tient au fait qu'on n'a pas d'actionnaire à rémunérer, mais à faire vivre les buts de la fondation. D'accord. C'est une belle utopie, ça. Une utopie qui marche surtout, qui fonctionne. Oui. Depuis combien de temps ? Eh bien, les origines de la fondation, c'est 1950, on va dire. Les ateliers ont commencé à travailler un peu plus tard, vraiment à partir de 59, je crois. Et la fondation a été reconnue d'utilité publique en 1973. D'accord. Donc c'est une affaire qui marche, qui est bien ancrée et qu'on s'attache à faire vivre et perdurer dans le respect de ses statuts, puisqu'il y a, en fait, on a un conseil d'administration issu de différents horizons, qui est bénévole, qui contrôle que les buts de la fondation sont effectivement maintenus, respectés. Voilà. Ensuite, on a un directeur général de la fondation et puis des directeurs pour chaque atelier. Et vous êtes le directeur des ateliers Saint-Jacques, qui est l'atelier de serrurerie-ferronnerie. Voilà, de la partie serrurerie-métallerie. Serrurerie-métallerie. Ça, c'est vous. Voilà. Qui sont vos clients à vous aujourd'hui ? C'est les décorateurs, les architectes ? Alors nos clients, je dirais que notre activité, c'est à peu près pour la métallerie. 25% de restauration de monuments historiques, tout le reste en clientèle privée, généralement des grandes propriétés privées en France, à l'étranger. Nous faisons aussi beaucoup de mobilier, notamment pour un grand décorateur architecte. Qu'on a le droit de citer. Que l'on peut citer, oui, qui s'appelle Peter Marino. Peter Marino. Mais après, nos clients finaux, souvent, évidemment, ce sont des grands particuliers, grands propriétaires. Et je dirais que en quelque sorte, leurs représentants sont les décorateurs et les architectes avec qui nous travaillons. Des gens comme Joseph Diran, Cabinet Pinto, Jacques Garcia, pour citer un peu les grands noms. Liègre, voilà, donc les grands noms de la décoration sont en quelque sorte nos clients, oui. Et alors vous, aujourd'hui, vous êtes le directeur de l'atelier, vous êtes en charge notamment des études, vous travaillez plus trop la matière ? Malheureusement, non. Ça vous manque ? Oui, quelquefois, effectivement, mais malgré tout, on reste très proche. On a la chance dans nos métiers de pouvoir évoluer, et si je ne travaille plus directement souvent la matière, il est important d'avoir tout ce bagage technique
et culturel et d'avoir travaillé la matière, de savoir comment la matière se travaille, comment elle réagit, ce que l'on peut en faire, comment on peut la modeler. Je dirais que mon rôle, à moi, souvent, c'est de coordonner les équipes de telle sorte que les souhaits, les désirs, les projets de nos clients, des architectes, des designers, soient réalisables et soient réalisés. Et donc, c'est tout ce bagage technique, mais également notion de calcul, notion de mécanique, et c'est tout cet ensemble qu'il faut coordonner pour, in fine, réaliser des ouvrages. Alors justement, on va parler d'un ouvrage important, c'est la table de Sylvain Dubuisson que vous avez co-signé, Atelier Saint-Jacques et Sylvain Dubuisson, qui est présentée au Mobilier National à la Galerie des Gobelins pendant l'exposition organisée par l'Institut National des Métiers d'Art qui s'appelle Métiers d'Art, signature de territoire. Donc cette table, elle est assez extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Comment vous l'avez calculée et comment vous l'avez fabriquée? En fait, ce projet est né d'une rencontre. Il y a très longtemps que je connais Sylvain. On discutait une fois de balance, voilà, c'était arrivé comme ça. Et l'idée première, c'était ça, c'était de créer un objet sur le thème de la balance. Et puis c'est comme ça qu'est née cette idée de table qui se met en mouvement, un peu comme une balance. En fait, le plateau est comme déséquilibré et va voler, va se promener un petit peu dans l'air, c'est ça? Il penche d'un côté, de l'autre, pour qu'on la décrive un petit peu. Oui, c'est une table effectivement dont le plateau se balance un peu comme les plateaux d'une balance. Alors ça crée un mouvement très, très zen, très, très poétique. Et l'idée première de Sylvain était de dire que quand on place une table dans une pièce, ça fractionne les volumes, les espaces. Et donc, il a eu cette idée de génie pour s'abstraire de cette contrainte, c'est de mettre la table en mouvement. À ce moment-là, en quelque sorte, l'objet se dématérialise. Et ça donne quelque chose de très poétique. Et donc, c'était un gros travail, un défi, parce que lorsque Sylvain est venu me voir avec ce projet, il fallait trouver comment mettre cette table en mouvement et quel est un mouvement pendulaire, très souple, très doux, alors que ça met en jeu en fait des poids très importants parce que le plateau en cuivre, il pèse combien? Le plateau, in fine, fait près de 80 kg. Ah oui, on ne peut pas l'imaginer quand on voit la légèreté du mouvement. Non, mais le fait du poids du plateau provient de ce que, comme le point d'équilibre est désaxé, il a fallu compenser avec un contrepoids assez important. Quand on met un contrepoids, forcément, on arrive à des masses assez importantes. Mais alors, comment vous avez calculé dans votre cerveau le fait que quand vous posez une feuille de papier de 4 grammes à gauche, ça met la table en mouvement et elle se met à flotter? Ah bah, je dois humblement avouer que ça, c'est pas la chose qu'on calcule. C'est le résultat qui est un peu C'était la surprise. La bonne surprise, je dirais, parce que ça fait entrer énormément de facteurs en jeu, y compris des phénomènes de frottement mécanique, donc qui seraient relativement difficiles à calculer, sauf à dépenser des fortunes. Non, la grande difficulté, c'est que lorsqu'on met un objet en équilibre comme ça et que l'on veut obtenir un mouvement pendulaire, là je vais être un peu technique. Allez-y, moi j'aime bien. Il faut que le centre de gravité de l'objet en mouvement soit plus bas que l'axe d'articulation. Autrement, si le centre de gravité de l'objet en mouvement se situe au-dessus de l'axe de rotation, alors l'objet va partir tout d'un côté ou tout de l'autre. Alors la grande difficulté, là, c'était évidemment le plateau de la table et ce qui vient au plus haut de la table. L'axe d'articulation se trouve sous ce plateau. Et donc il fallait arriver à faire baisser le centre de gravité du plateau en mouvement plus bas que cet axe de rotation. Et pour ce faire, on a une sorte de poutre, entre guillemets, en sous-face de la table. Et on a dû lester cette poutre, tout ça étant masqué dans un carénage en cuivre. On a dû donc charger ce carénage en poids pour arriver à faire baisser le centre de gravité. Toute la difficulté était là. C'est ça votre secret? Oui, c'est... Bon, il y a un peu de recherche. Alors, ce qui est très beau aussi dans cette table, c'est son titre, Tout, si tout, c'est-à-dire T-O-U-T, S-I, plus loin, T-W-O. À deux, tout est possible. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'était un peu le message de Sylvain. Hein. Ça, c'est son travail de concepteur et de designer. De dire que c'est un travail sur l'équilibre entre le travail intellectuel et le travail manuel, la main et l'esprit, la réflexion autour du travail manuel. Alors, on ne peut absolument pas parler de travail manuel alors que vous venez de nous expliquer que le 80% de votre boulot, ça a été de calculer.
Le mien, oui. Après, c'est un travail qui s'est fait aussi à trois avec un de nos compagnons, chef d'équipe dans les ateliers, Corentin Niel, qui est un garçon formidable et un très très grand manuel. Mais je pourrais même ajouter en fait à cette équipe d'autres intervenants. Je dirais que la particularité d'un ouvrage comme ça, c'est qu'il fait appel à des techniques très contemporaines, mais aussi à des techniques très traditionnelles. Mais on a aussi bien du travail d'usinage numérique que du travail manuel le plus pur qui soit, je dirais. Mais aussi à du polissage, à un travail de patine et de finition. Et de plus en plus, nos métiers vont d'ailleurs vers cette approche. Autrefois, je dirais qu'un serrurier travaillait surtout seul. On avait cette réputation d'être un peu des travailleurs solitaires. C'est-à-dire un serrurier prenait un ouvrage et il le menait de A à Z. De plus en plus de nos jours, c'est quelque chose qui tend à disparaître, où on travaille beaucoup plus en équipe, avec des savoir-faire très pointus dans différents domaines. Et nous avons aussi ce travail d'assembleur, de savoir-faire très pointu. Et tous ces savoir-faire sont dans nos ateliers. Et ce qui est important, en l'occurrence, c'est que ça a été valorisé par le designer, puisque vous signez à côté de lui Atelier Saint-Jacques et Sylvain Dubuisson. Et ça, on trouve que c'est bien. Oui, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas. C'est vrai que c'est une belle complicité avec Sylvain. C'est quelqu'un que j'adore. J'adore son travail, vraiment. Mais je dirais que d'une manière générale, d'ailleurs, je trouve que par rapport à 20 ou 30 ans en arrière, où souvent l'architecte était presque Dieu, de nos jours, la relation entre architecte, concepteur, designer et réalisateur, les gens se sont rapprochés vraiment. Il y a beaucoup plus de complicité maintenant et de complémentarité. Et je pense que notre travail aux uns et aux autres en sort beaucoup plus riche parce que effectivement, nous sommes des artisans, nous jouons notre instrument aussi bien que l'on peut, on essaie d'en tirer toutes les possibilités, mais voilà, l'architecte, le designer est en quelque sorte le chef d'orchestre qui doit mettre en œuvre tous ses savoir-faire pour, in fine, réaliser une œuvre collective. Et donc ce rapprochement entre concepteurs et artisans, je pense, est primordial pour valoriser davantage nos savoir-faire et leur créativité. Bien sûr. Alors vous avez commencé à aborder la question des outils. C'est intéressant parce qu'on vient de faire ensemble la visite de votre atelier et il y a à la fois une forge traditionnelle, comme les forges sont des forges depuis des milliers d'années, et des arcs électriques. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit l'un plutôt que l'autre et pourquoi il faut encore les deux dans un atelier ? Pour moi, il est primordial de conserver l'ensemble des capacités techniques qu'offrent nos matériaux, nos matières. Se priver des uns ou des autres, c'est se priver d'une partie des savoir-faire et quelquefois des méthodes très traditionnelles sont beaucoup plus rapides, intéressantes, authentiques sur tout ça. Notamment quand on restaure des monuments historiques, je crois qu'il est important de rester sur des techniques authentiques et avérées, ne pas trahir les ouvrages qu'on restaure. Pour moi, c'est primordial. Pour autant, il faut toujours garder, signer, marquer les pièces neuves pour ne pas non plus trahir l'histoire des ouvrages qu'on restaure. Après, quand il s'agit de travaux neufs, disons que rien n'est interdit. L'important, c'est d'obtenir un résultat vrai, authentique, avec des vrais savoir-faire et qui répondent à la demande des architectes ou des designers. Et là, les moyens modernes offrent de nouvelles panoplies, de nouvelles possibilités de savoir-faire qu'on n'avait pas autrefois. Mais au-delà de la restauration, est-ce que parfois c'est quand même plus intéressant, même pour une commande moderne, de travailler avec la forge traditionnelle ? Est-ce qu'il y a certaines techniques qui l'exigent en fait ? Oui, tout à fait. Il est vrai que certaines réalisations contemporaines, par exemple, peuvent faire appel à de la soudure ce qu'on appelle de la soudure à chaude portée, de la soudure à la forge, c'est-à-dire la façon dont on soudait le fer ou l'acier depuis la plus haute antiquité. Ça nécessite un vrai savoir-faire, un vrai apprentissage, mais par contre, quand on a la maîtrise de ces gestes-là, ça donne des possibilités dont on se priverait en n'utilisant que des techniques contemporaines. Je comprends. Et alors,
Je vois que vous êtes discret sur le compagnonnage, j'ai l'impression que vous êtes discret, mais en fait, parce que vous avez parlé que de la partie formation technique, manuelle, mais c'est bien plus que ça, puisque c'est apprendre à être un homme quelque part, à être un compagnon. Oui, il est vrai que le compagnonnage véhicule aussi cette formation humaine qui est chère et importante aux yeux des compagnons. C'est un savoir-vivre en société, une volonté d'épanouissement, d'évolution. D'épanouissement, c'est-à-dire de bonheur ? C'est quoi l'épanouissement ? L'épanouissement, oui, c'est une forme de bonheur. Quand on est heureux dans son métier, je crois que c'est capital. Nos métiers représentent une part quand même très importante de notre vie. Et être malheureux dans son métier, c'est quand même très dommage. Donc un compagnon, il apprend à aimer son métier, à travailler en aimant ? Oui, je pense, oui. La volonté de réaliser des ouvrages de qualité, des ouvrages qui soient esthétiquement agréables, viables, durables. Oui, une volonté de dépassement dans la pratique de nos métiers, ça fait partie de la culture du compagnonnage. Et la transmission, j'imagine aussi. Alors la transmission, c'est l'autre volet, je dirais, très important, capital, effectivement, cher aux compagnons également. Alors ici, à la Fondation de Coubertin, bien sûr, c'est permanent puisque c'est notre raison d'être. Mais le compagnonnage d'une manière générale, oui, c'est la retransmission des plus anciens envers les plus jeunes dans un esprit de fraternité ouvrière. Et effectivement, c'est là aussi peut-être anachronique, mais une chose très importante à conserver à mes yeux, oui. Il y a des femmes ? Oui, il y a des femmes dans le compagnonnage, pas depuis très longtemps. Avant, c'était interdit ou c'est juste qu'elles ne venaient pas ? Je pense qu'il y avait déjà peu de demandes féminines. Et puis, je dirais que c'est aussi le reflet de la société. La féminisation des métiers, c'est quelque chose qui est relativement récent dans nos métiers traditionnels du bâtiment. Même si les femmes, évidemment, sont dans les métiers de l'industrie depuis bien plus longtemps. Et effectivement, les femmes... Je crois que j'en ai pas vu une seule quand même. Ah, c'est parce que vous n'avez pas fait le tour de tous les ateliers. Évidemment, on a 2 femmes en menuiserie. Ça commence. Ça commence. Alors selon les années, on en a également en métallerie. L'année dernière, on en avait 2 également. En taille de pierre, ça arrive aussi. Mais il faut reconnaître, malgré tous les progrès techniques, les moyens de levage, l'amélioration des moyens de levage, on a des métiers qui restent quand même souvent physiquement assez durs. Et on n'a pas non plus énormément de demandes de jeunes femmes. Oui, c'est pas votre faute, je vous accuse pas du tout. Alors, une partie qu'on aborde, c'est la partie économique, où je demande le chiffre d'affaires de l'atelier. Est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre d'affaires de votre atelier ? Alors, le chiffre d'affaires de l'atelier de métallerie, c'est bon an, mal an, entre 5 et 6 millions à l'année. Et alors, comment ça marche dans un atelier qui appartient à une fondation ? Est-ce que les salaires sont indexés les uns aux autres ? Est-ce que c'est plus égalitaire qu'ailleurs, entre les patrons et les artisans ? Oui, probablement. Le fait d'être dans une fondation, l'ensemble de la fondation, c'est près de 150 personnes, donc on a un CSE maintenant. Ça veut dire quoi, CSE ? Alors CSE, c'est ce qui vient de remplacer assez récemment le comité d'entreprise, CE, qui est devenu comité social et économique. Voilà, donc ça c'est assez récent. Donc effectivement, le fait d'avoir un CSE, il y a évidemment un droit de regard des salariés sur l'ensemble de l'activité des ateliers, y compris sur les volets financiers. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème, d'autant moins, je dirais, que nous sommes tous salariés. Oui. Il n'y a pas vraiment de patron, en fait. Non, on a un directeur général, on a des directeurs par atelier, mais nous sommes salariés et pour tous issus des métiers. Donc, vous êtes tous issus des métiers. Le directeur général, c'est un compagnon aussi ? Le directeur général, François Jourdan, est un compagnon menuisier. D'accord. Et voilà, et tous les directeurs d'atelier. Vous êtes tous compagnons ? Un n'est pas compagnon, mais il est issu des métiers de toute façon. D'accord. Ce qui fait que je dirais qu'on n'a pas de rupture entre bureau d'études et atelier. Et c'est sans doute ce qui donne une grande part de notre réussite, c'est le fait de parler d'égal à égal. Certains de nos compagnons sont aussi des garçons de génie, très créatifs, notamment créateurs de textures, de matières, de finitions. Oui, parce que vous avez un bureau d'études qui est très créatif, qui crée en effet et qui propose aux architectes, ce que vous venez de dire, des matières et des finitions. Mais il faut le dire parce qu'on ne l'imagine pas particulièrement. On a en règle générale une belle complicité entre designers et ateliers. De très grands designers aiment venir chez nous justement parce que... Pour se nourrir.
c'est là où ils voient la matière, les finitions, les textures, les possibilités. Tous ceux qui viennent ne rêvent que de revenir et les plus grands viennent très régulièrement, oui. Oui, bien sûr, mais je les comprends. Le bureau d'études, il a une double fonction. Je dirais que même le bureau d'études va presque davantage faire de la création technique, rendre réalisables des ouvrages par des procédés d'assemblage, de conception, de dimensionnement de pièces, etc. Et la créativité, je dirais plus artistique, elle vient davantage des ateliers que du bureau d'études d'ailleurs. D'accord. Ah oui, c'est intéressant. Oui, donc c'est vraiment une belle complicité entre tous les acteurs des ateliers, oui. Oui, je comprends. Oui. Alors, je suis une fée spécialisée dans les métiers d'art. Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique ? C'est, je pense, donner le plus bel éclairage possible à nos métiers qui sont souvent méconnus, parfois méprisés. Alors très souvent, quand des gens viennent visiter nos ateliers, un large public, on ouvre notamment dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Alors les gens sont émerveillés et quand on leur dit « mais votre fille, votre fils, là, qui ont 14-15 ans, ne souhaiteraient pas venir dans nos métiers ?» Là, souvent, il y a, un certain retrait. Non, nos métiers sont méconnus, trop méconnus. Et je crois que s'il y a une chose à faire, c'est vraiment donner le plus bel éclairage et dire que dans nos métiers, on évolue avec nos métiers, on s'épanouit dans nos métiers et réellement on se fait plaisir, oui. Alors, la baguette magique, moi je vais l'agiter avec vous pour que les parents soient fiers que leurs enfants choisissent une voie manuelle et une voie d'artisan d'art. Il faut qu'on travaille pour ça. Oui, je crois que c'est bien, c'est une belle action que vous faites et je m'en réjouis. Merci Pascal Remy. Merci Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram @métiers-rares. Suivez-moi sur Instagram @Raphaël Métiers-Rares. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calvérac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. La relation que l'on a avec les jeunes que nous avons en formation, en perfectionnement, est très riche et quelque part, la transmission n'est pas obligatoirement de parents à enfants. Bien sûr, heureusement. Ouais. À ce niveau-là, on a des belles complicités dans les échanges que l'on a avec les jeunes boursiers et notamment beaucoup d'entre eux, donc issus du compagnonnage, arrivent chez nous à un âge où ils font leur chef-d'œuvre, leur travail de réception. Donc sont parrainés par un ancien, c'est le principe, un postulant à la réception se choisit un parrain et il y a donc cet échange qui se fait dans la conception et la réalisation d'un ouvrage. D'accord. Par exemple le bureau sur lequel on enregistre, installé là, a été fait dans le cadre d'un travail de réception. D'accord. C'était toi le parrain ? Oui. Et il s'appelait comment l'aspirant ? Alors c'est Geoffrey de Ster, un compagnon serrurier qui s'est installé maintenant au Canada. Et ça a été une belle complicité, oui, dans la création, la réalisation de ce projet, oui. T'as des enfants partout, en fait. En quelque sorte. C'est vrai qu'il y a une forme, oui, de paternité ouvrière qui s'exerce entre compagnons et aspirants, et c'est la vie du compagnonnage, oui. Bien sûr.